Anas Kazib, merci d'être là. Vous êtes délégué syndical Sudrail et Paris-Nord. Merci d'être venu. J'allais vous dire, vous êtes tellement bon débatteur que vous risquez pas grand-chose. Anas Kazib, j'entends ce que dit à l'instant Sophie Dupré. C'est un propos d'ordre général sur la gêne occasionnée par les grèves SNCF. Vous l'avez entendu comme syndicaliste 1000 fois. Mais j'ajouterais une strate supplémentaire. Le deuxième effet qui se coule, j'ajouterais que ce n'est pas le moment. Que d'ailleurs, cette grève, elle va être contre-productive pour vous, parce que j'imagine que beaucoup de Français vont se dire non, attendez, non, la grève SNCF, il y en a eu une énorme avant le Covid-19 qui a paralysé le pays. Pourquoi, alors que l'activité reprend un tout petit peu, pourquoi rebalancer une grève maintenant? Alors, je lis les motivations, hein, vous me corrigez si je me trompe. Les syndicats exigent une réduction du temps de travail sans perte de salaire, une réduction du temps de travail aujourd'hui, la gratuité des masques pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, et il s'agit aussi de lutter contre la précarité et la pauvreté. On est à contretemps total, Anas Kazib. Bon, je ne sais pas si on est à contretemps, déjà pour répondre aux propos de cette dame. Enfin, moi, je m'étonne toujours. On nous sort toujours la recette magique du petit patron, du petit indépendant, du petit boulanger qui se réveille à 4 heures du matin, qui a hypothéqué sa maison. Sauf que le reste du temps, en fait, les indépendants, les grands patrons, n'en ont rien à faire. D'accord. On ne se préoccupe pas du rôle des indépendants quand d'autres vont faire de la défiscalisation en Irlande, au Luxembourg et ailleurs. On ne se préoccupe pas lorsqu'il y a la répartition du CICE que des entreprises comme Fort Blankfort prennent 16 millions de CICE et derrière mettre 900 personnes sur le carreau, que lorsqu'on va fermer une usine... La SNCF, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? La grève à la SNCF? J'arrive, c'est pas une grève, la SNCF, c'est une grève interprofessionnelle, c'est la Confédération CGT. C'est comme si vous me parliez de la guerre de sécession au 19e siècle aux États-Unis, ça n'a aucun rapport. Monsieur Brunet, vous reprochez déjà très souvent aux cheminots d'être des corporatistes et des salauds de grévistes. Non, j'utilise pas ce mot. Je caricature, bon, mais c'est ce qu'on entend en tout cas, que parfois on peut être des personnes qui pensons que à notre petit statut et à la petite prime charbon qui existe plus depuis 1970, mais vous allez sur n'importe quel trottoir, devant n'importe quelle gare, on va toujours vous dire que le cheminot il se bat pour sa prime charbon, et qu'au final, qu'on dénonce la situation sociale, c'est-à-dire qu'on a une crise sanitaire qui est d'ampleur, on a une crise économique qui elle aussi est d'ampleur, non pas uniquement en France. Enfin, l'UNEDIC a revendiqué 500 000 chômeurs dans le premier trimestre, et on en attend quasiment 700 000 d'ici la fin de l'année. Donc à un moment donné, si dans une crise où il y a énormément de personnes qui sont sur le carreau, où il y a des milliers et des milliers d'entreprises qui vont fermer, et notamment des petits indépendants, des petits commerçants qui, eux, ce n'est pas l'histoire de la CGT ou de Sudrail qui les met dans la merde, c'est tout ce système-là dans lequel, en réalité, ils travaillent et puis on se sert de leur situation précaire, mais au final, c'est pas eux qui en bénéficient. J'entends ce que vous dites. Vous avez des indignations et des offuscations, elles sont légitimes. Moi aussi, vous savez, j'en ai des indignations. Il y a des tas de choses qui m'indignent. Mais pourquoi la SNCF? Quel est le rapport? Vous me parlez de la société française, du monde globalisé. Je ne vois pas quel est le rapport avec la SNCF. Pourquoi la SNCF fait une grève aujourd'hui? Alors vous me parlez des indépendants. Vous me parlez des indépendants, des commerçants, des boulangers. Pourquoi vous faites grève pour les boulangers? Je comprends pas. Non, je fais pas grève pour le boulanger ou pour le cheminot. Je fais grève par rapport à un système qui a montré toutes ses limites. Enfin, quel système? Excusez-moi, Éric Brunet. Non, mais excusez-moi, laissez la SNCF un petit peu de côté. Moi, je suis cheminot, mais je vais être en grève avec des professeurs, avec des personnes, vous avez cité des personnels de laboratoire, de la santé, etc. Il y a énormément de secteurs qui vont se mobiliser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un système qui est arrivé à bout. Bien entendu qu'on va pas obtenir les 32 heures quand il a fallu plus de 60 jours de grève l'hiver dernier pour essayer simplement de faire reculer sur un projet de loi avec toutes les difficultés possibles. Je vais vous lire un grand trotskiste que vous connaissez qui s'appelle Monsieur Dominique Seux, qui vient également sur ce plateau d'LCI. Écoutez ce que dit Monsieur Dominique Seux, qui est peut-être un grand marxiste le moment où il écrit ça. Il dit: on mesure dans ce genre de situation qu'il n'y a pas de cohérence entre unité du travail et rémunération. Carrefour, Auchan ont annoncé des primes pour ceux qui travaillent, c'est normal, mais il y a un côté dérisoire à cette récompense. C'est une réflexion générale sur les salaires qu'il faut. C'est au mois d'avril, dans un billet sur France Inter, et Dominique Méda, dans Les Échos, qui est sociologue, elle dit: soudainement, les titulaires des métiers les mieux payés nous paraissent bien inutiles et leur rémunération exorbitante. On a vu, Monsieur Brunet, que dans cette crise et ce confinement et cette période qu'on vit, que ce sont les plus précaires, les prolétaires, celles et ceux qui sont en bas, qui ont fait tenir l'humanité, non pas uniquement en France, mais partout. C'était les personnes qui étaient à la caisse de Auchan, de Carrefour, c'était les personnes qui conduisaient le train, qui conduisaient le métro, qui faisaient la livraison de Uber Eats, pendant que des personnes étaient en maison de campagne et sont parties se réfugier. C'est tous
ça la situation. C'est pas uniquement une histoire de grève pour le statut des cheminots pour les 32 heures. Rassurez-vous, on ne va pas pour ça. Mais vous m'avez parlé du monde qui est plein d'injustices, mais il y a plein d'injustices. Il y a du racisme, il y a de l'injustice sociale, il y a des femmes qui, à salaire égal, sont moins payées que des hommes. Ce sont des scandales. Pourquoi la SNCF est-elle une grève ? Je viens de vous expliquer, en vous lisant un éditorialiste de LCI qui explique que la nécessité dans le confinement et dans cette période de crise sanitaire, c'est qu'il va falloir revaloriser les salaires. Expliquez-moi le moindre projet de revalorisation de salaire. Est-ce que vous pensez que la priorité dans ce pays aujourd'hui, quand il y a plus d'1 million de chômeurs d'ici la fin de l'année, c'est de parler de séparatisme? Est-ce que vous pensez que c'est la priorité en fait du petit boulanger de lui parler de séparatisme ou d'insécurité? C'est ça la priorité. La priorité des gens de Bridgestone, c'est ce qu'ils vont mettre dans leur frigo, c'est comment ils vont payer leur loyer. Et est-ce que vous avez le moindre indice aujourd'hui pour dire, Monsieur Kazib, écoutez, arrêtez votre grève parce que Emmanuel Macron, il est en train d'annoncer des augmentations de salaire. Donc, on est d'accord là-dessus ou pas, Éric Brunet? Non, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Écoutez, la question de... Je reviendrai vous voir quand les salaires auront augmenté par magie, par le Saint-Esprit. Non, je ne suis pas d'accord, mais on va en débattre. C'est terrible ce qu'il a dit des freins des syndicats français. Parce que non, j'ai pas entendu ça. Enfin, qu'il y ait des critiques faites sur la manière dont est gérée la SNCF, c'est ce que je comprends. Vous vous doutez bien que c'est pas Anas Kazib qui va vous expliquer que pour charger votre téléphone portable à la gare du Nord, c'est payant. Je n'ai aucune emprise là-dessus. Que s'il y a le code Wi-Fi dans le TGV ou pas, ce n'est pas mon rôle. Peut-être. Maintenant, il faut garder raison aussi et voir le réseau italien et le réseau français. Ce n'est pas la même chose. On a 30 000 km de lignes. Le nombre de LGV, etc., et notamment Trenitalia en Italie, ce n'est pas la même capacité. Monsieur Saint-Etienne, je vous ai pas oublié, vous m'avez dit que je fais des amalgames. Je sais pas, vous m'avez toujours pas expliqué quel amalgame j'ai fait, mais moi, si j'avais à écrire l'inverse de votre livre, j'aurais dit le libéralisme comme stratège du chaos, justement, parce que il y a non, il a fait la démonstration inverse. C'est le libéralisme qui nous a arraché à la pauvreté. La pauvreté. Lévy vient de vous expliquer que depuis que les trains publics italiens qui ne fonctionnaient pas, depuis qu'il y a une libéralisation du marché, qu'il y a quelques années seulement en Italie, tout va bien. Il a pas dit tout va bien. Il a dit copernicienne. Brunet, ça a été une révolution copernicienne pour les voyageurs italiens. C'est-à-dire qu'on est avec les pires trains au monde, et on s'est retrouvé avec l'entrée de ce nouvel acteur, des nouveaux trains, une nouvelle compagnie qui s'appelle Italo. Les autres, c'est-à-dire l'opérateur historique, a été contraint de faire un effort, et ça a été une révolution copernicienne en termes de services et en termes de prix. Donc moi, j'ai vu seulement des avantages. Il y a plein de sujets, et je veux pas faire... pour moi, cette journée-là n'est pas une journée SNCF, mais très rapidement, pour répondre juste là-dessus sur la question de la SNCF. Enfin, la SNCF, c'est 5 compagnies privées à la base. Et c'est 5 secteurs du chaos, en fait. Et c'est pour ça que ça a été nationalisé. C'est toujours la même formule, c'est-à-dire nationaliser les pertes et privatiser les profits. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a nationalisé la SNCF. Pas de gaieté de cœur, il n'y a pas eu une lutte pour la nationaliser. C'est parce qu'à un moment donné, l'État a dit que c'était plus possible, ça créait beaucoup trop de pertes. Et en fait, on a nationalisé la SNCF. Et aujourd'hui, que c'est un produit, en fait, dans lequel il y a des cheminots avec des compétences et autres, on essaie de privatiser. Je vais vous expliquer que c'est le passage d'un monopole public à un monopole privé qui n'est en aucun cas question de concurrence, comme on pourrait dire entre Bouygues Télécom, Orange, Free et SFR. Quand vous allez prendre votre train demain à Gare du Nord, on va pas aller construire des voies à côté pour vous emmener à Valmondois ou à Persan-Beaumont. Ça va être la compagnie, vous savez, la plupart des sessions, c'est entre 11 et 22 ans. C'est-à-dire quand pendant quasiment 22 ans, la personne qui va gagner l'appel d'offres, c'est elle qui va faire la pluie et le beau temps, elle fera les prix et vous allez voir que vous allez pleurer. Maintenant, sur la question de monsieur... Très vite, sur ce que dit monsieur Saint-Etienne. Enfin, il y a l'idéologue principal du libéralisme qui s'appelle monsieur Schumpeter ou Schumpeter, je sais pas comment... Schumpeter en allemand. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Schumpeter? Il dit que le capitalisme est productiviste. Pour faire simple, pour vulgariser... Vous faites la confusion traditionnelle entre libéralisme non, mais non, parce qu'on parlait... Parce que vous avez dit, j'ai fait l'amalgame entre... Mais le capitalisme, c'est pas le libéralisme. J'ai écouté tout le monde avec attention, monsieur Brunet, juste... Anas, je vous propose un truc. Je vous propose un deal. Juste parce que sinon, ça sert à ce que j'ai commencé à dire. Je vous propose un deal. Allez-y. Voilà. Comme on a une petite minute de pub et que le temps compte, le temps passe, je propose qu'on vous retrouve sur Schumpeter dans un instant, c'est promis. Ça me va le dire. Là, il y a la grève de la SNCF aujourd'hui. Bon, c'est Anas Kazib, c'est la petite rentrée de la CGT, quoi. On est rentré de vacances, tout le monde a repris le boulot. On est au mois de septembre, la CGT, FSU, Solidaire, votre syndicat Sud également, vous qui êtes aiguilleur à la SNCF et solidaire de cette grève. Oui, voilà, voilà, c'est salut les gars, on
existe, on fait grève. Non, mais c'est ça. Non, mais... Ne me dites pas qu'elle a une utilité, cette grève. Elle ne sert à rien. Non, mais Sudrail, évidemment, a posé un préavis de grève aussi à la SNCF dans cette journée-là, mais parce qu'aussi également on fait partie de l'Union solidaire. Mais oui, effectivement, il y a deux choses sur les modalités de grève. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'il va falloir corriger, c'est-à-dire de poser une date de manière assez intemporelle, en fait, chaque mi-septembre, en fait, sur des mots d'ordre un peu qui sont... on va dire propagandiste en réalité, parce que bien sûr vous allez me demander... Vous êtes en train de me dire, qu'il y a trop de grèves en France à la SNCF? Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Moi, je pense que le fait qu'il y a des grèves aussi et qui se multiplient, c'est aussi le fait qu'il y a pas mal de défaites malheureusement, et que ce que le patronat était prêt à concéder fut un temps dans les années 90 et autres, aujourd'hui, des miettes ne sont même plus possibles à être distribuées. Et notamment, excusez-moi, mais la cumulation qu'on voit de grèves depuis notamment la crise de 2008 jusqu'à aujourd'hui est assez phénoménal. Regardez la situation à l'international. Je sais pas, au Liban, il n'y a pas eu des grèves tous les matins. En Équateur, en Colombie, il n'y a pas des grèves tous les matins comme on peut avoir ici en France. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, lorsque vous avez une crise profonde, en fait, qui est liée à un chômage de masse et autres, à un moment donné, les gens, ils sortent. Moi, je pense qu'il faut être fier déjà de cet héritage également qu'on a ici en France. C'est-à-dire que c'est un bastion aussi de la lutte de classe. C'est un secteur dans lequel la Révolution française était revendiquée dans énormément de pays. Les grèves de 36, les grèves de 68, les grèves de 53, les grèves de 95, c'est pas un problème. Il faut jamais oublier. Et moi, je vous le dis, je suis rentré à la SNCF en 2012. Je suis élu représentant du personnel depuis 2015. J'ai jamais rien obtenu autour d'un café avec un patron. Jamais rien obtenu. Les choses qu'on a pu avancer pour la défense des collègues, ça a toujours été le rapport de force. Et de manière, vous savez, vous savez le patron comment il fonctionne, Éric Brunet, pour que je vous le dise, comment ça se passe entre quatre murs quand on est avec le taulier. Je ne vous croirais pas. Mais faites-moi confiance. La SNCF est une des entreprises les plus sociales de France. Et la France est un des États les plus sociaux du monde. Mais dites pas n'importe quoi. Oui, qu'il y ait des acquis sociaux, c'est une chose. Mais vous savez, entre quatre murs, comment ça se passe avec le patron quand vous avez une grève. Vous savez pourquoi il n'est pas prêt à céder? Parce que moi, j'ai fait une grève en 2017 locale. Il m'a dit, Monsieur Kazib, mais si c'était que pour vous, je vous le donne, si c'était pour votre chantier. Mais vous savez, c'est quoi le problème que je vais avoir, Monsieur Kazib, derrière? C'est que si je vous donne ce que vous méritez, demain, va y en avoir 25 qui vont taper à la porte. Et c'est ça la logique du patronat. Lorsque vous cédez un pouce de terrain, on va vous demander le bras. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle, en fait, on ne discute plus. Il n'y a plus aucun moyen de pouvoir avancer. Et laissez-moi juste terminer sur le fameux Schumpeter, parce que vous l'avez... Je vous repasse sur Schumpeter. On avait un deal sur Schumpeter. Schumpeter, on en parle dans un instant. Si les cheminots de Sudrail veulent faire maintenant de l'histoire de l'économie, vous répondrez. Tous les patrons, en ce moment, ils ne se payent pas pour payer leurs salariés. Et vous savez, quand ils vont faire faillite, ce qui va se passer? Eh bien, on va leur piquer la maison, leur voiture. Pourquoi? Parce qu'ils sont redevables sur leurs biens propres des cotisations URSSAF qui payent, tout simplement. Ils ne peuvent même pas être en surendettement ensuite. Ils n'ont pas de chômage, ils n'ont rien. Et là, vous êtes en train de nous mettre la tête sous l'eau. Tout ça parce que vous voulez que des chefs d'entreprise de grandes multinationales et des politiques augmentent les salaires, mais vous ne vous rendez pas compte. Et madame, on a fermé les coiffeurs pendant plus de 3 mois, les petits indépendants, ils ne pouvaient pas couper les cheveux, pendant que monsieur De Villiers faisait des spectacles à 9000 un mois plus tard. À un moment donné, il y a quand même un problème. On a des stades qui peuvent accueillir beaucoup plus de monde. Il y a des boutiques qui sont restées fermées parce que derrière, on leur a interdit la possibilité de travailler. On a des personnes qui veulent essayer de travailler autour de... Vous savez, Bridgetson, je sais que vous voulez écarter les grandes entreprises, mais partout où il y a des entreprises comme ça, il y a de la vie autour, il y a le troquet du coin qui marche, il y a le boulanger. Allez voir vers Blanquefort, Éric Brunet. Moi, je suis parti à Blanquefort il n'y a pas très longtemps. C'est un désert, parce qu'il n'y a plus les prolos qui allaient dans le coin, qui allaient bosser, qui mangeaient le midi. Et puis au final, on va nous dire, oui, mais Blanquefort, c'est fort, etc. Ils ont voulu essayer d'économiser. Vous savez, Goodyear a fermé pour économiser 20 centimes d'euros par pneu. Si c'est pas une honte, ça, c'est pas la classe ouvrière qui va dire fermer les entreprises pour aller économiser 20 centimes d'euros sur le pneu. C'est bien qu'il y a des patrons qui prennent ces décisions-là sur des questions de profit et qu'ils ouvrent les cahiers, les livres de compte, comme on dit Éric Brunet, qu'ils montrent aux travailleurs est-ce que vraiment Bridgetson doit fermer. Il y a bien évidemment toujours la question des grèves, notamment de ces grands mouvements de grève contre la dernière réforme des retraites. D'ailleurs, ça avait été évalué, je ne sais plus, à plusieurs milliards d'euros. Le coût de la grève SNCF avait été évalué à plusieurs milliards d'euros. Je rappelle d'ailleurs qu'au passage, 35 milliards sur les 46 milliards d'euros de la dette de la SNCF
ont été repris par l'État, c'est-à-dire par le contribuable français, qui est bien gentil. Il est super sympa, le contribuable français. Parce que déjà... Non, mais Eric, vous caricaturez tout. non, je caricature rien du tout. Non. Allez-y. Non, j'assume le contribuable français est bien généreux. C'est le plus généreux du monde. C'est le contribuable le plus taxé et c'est celui qui fait le plus de redistribution dans le monde. Non, mais ça, c'est une chose. Moi, vous savez, j'ai aucun problème avec le fait de cotiser et de payer. Moi, j'en ai. Moi, j'ai pas de problème. Moi, je suis content. Moi, je suis content que sur ma fiche de paye, il y ait écrit cotisation santé parce que quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, je fais partie de la participation. Oui, mais là, moi, ce qui m'intéresse. Moi, j'ai un sujet avec le fait. Moi, j'aimerais bien qu'on aille regarder toutes les niches fiscales. Moi, j'ai un sujet avec le fait que les Français, sur 194 pays reconnus par l'ONU, soient les plus taxés du monde. Ça me pose un petit problème. Ça me pose un petit problème parce que nous n'avons pas le meilleur système ferroviaire du monde, parce que, contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas le meilleur hôpital du monde. Et comment ça se fait qu'on paye le plus? Eh bien, discutons de ça. Moi, je trouve pas ça normal, et Éric Brunet, je serais prêt à faire une manifestation avec vous et tous les usagers du rail lorsqu'on met 19 milliards pour faire le Paris, le CDG Express, pour faire Paris-Roissy alors qu'il y a le RERB. Est-ce que c'est la priorité de mettre 20 milliards pour faire une ligne qui va permettre de faire de Gare de l'Est jusqu'à Roissy? C'est pas 20, c'est 7, non? Comment? Non, le projet total, il est quasiment estimé à 19 milliards. Et il y a d'autres projets qui sont du coup annulés. Le ferroutage, le projet de... L'activité touristique, c'est 7% du PIB. C'est plus que l'aéronautique, c'est plus que l'automobile. C'est plus que... Rassurez-moi. Écoutez... Est-ce que franchement, vous n'avez pas une mission de service public de faire que l'argent que je vous confie, vous en fassiez quelque chose de bien fait? Mais Gisèle, enfin, excusez-moi, confier de l'argent et être un contribuable, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, d'accord? Moi, je contribue, par exemple, parce que Jean-Paul, dans la Sarthe, lorsqu'il va changer son chauffe-eau ou qu'il va mettre un panneau solaire dans sa baraque, alors que moi, je suis locataire, et ben, je lui rembourse aussi, je participe à rembourser sa laine de verre ou autre. Donc, à un moment donné, on contribue pour énormément de choses. On contribue aussi, malheureusement, quand je suis loin de l'extrême droite, mais quand Marine Le Pen va rembourser ses comptes de campagne, je lui rembourse aussi ses comptes de campagne. Quand Jean Messia touche son salaire du bureau du RN, il y a 66% qui sont déductibles. Mais vous financez le journal de l'Humanité aussi. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment donné pointer celles et ceux qui à un moment donné dans des laboratoires, enfin on peut pas les incriminer, leur dire qu'ils font une grève à la française. Ils ont travaillé, ces gens-là. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire confinement. Ok, on va les pointer aujourd'hui parce que bizarrement on commence à faire des tests et tout le monde voit les files d'attente devant les laboratoires. Mais Éric Brunet, il y avait les 2 premiers mois, rappelez-vous, où il y avait des présidents d'associations, des laboratoires qui venaient ici et qui disaient, Monsieur Macron, et laissez-nous vous aider, laissez-nous tester, on peut vous aider. On disait non, pas de test. Moi, ma mère, elle a eu le Covid-19, on l'a même pas testé. Il a fallu qu'elle fasse la sérologie 2 mois après. C'est-à-dire que c'est facile, en fait, de trouver toujours systématiquement sur celles et ceux d'en bas qui à un moment donné ont décidé de dire stop. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est pas vrai. Il n'y a pas un génome fonction publique et un génome privé qui fait que lorsqu'on travaille chez SFR, et ben on va pas faire grève, et lorsqu'on est à la SNCF, on fait grève. C'est parce qu'il y a une répression patronale et ça il faut pas le non, nier. et puis c'est surtout il y a un pouvoir de blocage qui n'est pas le même. La SNCF est un monopole, c'est-à-dire que le lendemain, après une grève, quand vous réouvrez, on revient chez vous parce qu'il n'y a pas d'alternative, alors que SFR, il y a une alternative, on va aller chez quelqu'un d'autre. J'ai un collègue, Éric Bezou, 53 ans, monsieur Saint-Etienne. Il a travaillé tout le confinement. Vous savez, il s'est fait licencier pendant le confinement. Les héros de première ligne et de deuxième ligne. Alexandre El Gamal, machiniste RATP, dépôt de Vitry. Il a travaillé durant le confinement. On vient de le licencier là au mois d'août. L'inspecteur à la RATP, à la SNCF. Alors il y avait des fautes professionnelles parce que le licenciement est interdit dans les entreprises. Non, il n'est pas interdit, monsieur. Stop, les amis. Franchement.